Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. C'est le poumon de Bordeaux, ça les capucins, tous les commerçants, c'est des soupes à l'oignon avec un petit ballon de vin rouge. Et nous allions à la banque avec des listes de cash, comme tu dis, Hugo. Autrefois, au Capucin, il y avait les charrettes. C'était la gouaille de Bordeaux, c'était là. Mais après, il est arrivé une vague de jeunes chefs. Mais là, ça a vraiment changé parce que c'était les mots chauds de Bordeaux. J'ai le plaisir de recevoir Christiane, véritable figure du marché des Capucins. Christiane a démarré au Capu au début des années 70. Et à travers son histoire, elle nous fait revivre l'ambiance assez dingue qui régnait jusqu'aux années 2000 et l'arrivée des premiers grossistes comme Métro. Elle nous raconte l'ascension de la maison Labéry, l'arrivée du saumon fumé en France, les sacs poubelles de 50 litres remplis de billets, ou encore les évolutions du métier de restaurateur à Bordeaux sur ces dernières décennies. Et tout un tas d'anecdotes concernant ces femmes et ces hommes qui travaillaient dans le petit Rungis de Bordeaux. Bonjour Christiane. Bonjour Hugo. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de toi pendant une petite heure, parler de ton histoire qui est donc très liée notamment au quartier des Capucins. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Très bien. Christiane, on va démarrer pour planter un petit peu le décor. Je voudrais que tu nous dises d'abord, sans indiscrétion, ton âge, mais surtout d'où tu viens. Voilà, j'ai 73 ans, je suis originaire de Mugron, dans les Landes, et je suis arrivé après à Bordeaux à l'âge de 19... Quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Ok. Voilà. Christiane, comment est-ce que, pour démarrer, parce que c'est un petit peu ce qui va infuser en fil rouge de tout cet épisode, mais comment est-ce qu'on peut définir ton métier de ces dernières années ? Mais mon métier, c'était vendeuse dans l'alimentaire. Ouais. En particulier, j'ai fait 38 ans de carrière chez la Baillerie, dans le milieu des foie gras, saumon fumé, caviar, produits de luxe. Alors, j'ai toujours... mon métier, c'est en réalité vendeuse. Après, j'étais responsable boutique. Bon, mais c'est toujours... Et combien de temps est-ce que tu as passé au Capu à travailler ? 38 ans. Ok. Donc, 38 ans, donc je connais un peu... Tu connais bien le lieu. Et le lieu, les anecdotes, c'est ce qu'on va voir. Et les aléas du travail. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé au Capu ? Donc, ça démarre dans les Landes. Dans les Landes, donc j'ai fait un CAPE. Et après, j'ai été travailler... T'étais pas trop destiné à travailler dans le foie gras, je crois, au départ. Mais enfin, après, j'ai commencé charcutière à Saint-Sevé, chez Dubernet, et puis ça me plaisait très bien, en fait, tout ça. Et après, mon père faisait un petit peu les marchés dans le milieu du foie gras, et il connaissait monsieur Mme Labéry, et un jour, il lui parle qu'il cherchait une vendeuse pour venir travailler à Bordeaux. Mon père m'en parle, et je dis OK. Et donc, je suis monté, à Bordeaux. Ok. Voilà. À la capitale régionale. De l'Aquitaine. Il y a eu un petit passage par Paris ? Non, c'est ça. Il y a eu, quand je travaillais à Saint-Sevé pour la maison du Bernet, j'ai commencé et en 69, si je me rappelle bien, vers novembre, ils ouvraient une boutique à Paris, rue Augereau. C'est une rue qui est perpendiculaire au Champ de Mars. Et j'avais fait l'ouverture, j'ai fait les foires de Paris, différentes foires, Nogent, Château, Paris, et je redescendais dans les Landes, je repartais tu faisais des allers-retours en fait. Je faisais quelques allers-retours, et aussi on faisait la foire de Bordeaux aussi en même temps, d'abord au Quinconce et après au Lac. Ok, combien de temps t'as fait à Paris ? J'y allais des fois 2 mois, 3 mois, je descendais, c'était pas régulier quoi, le temps que, voilà, c'était c'était des allers-retours. Voilà. Et la descente définitive. Pour les fêtes de fin d'année, beaucoup j'y allais, c'est beaucoup de travail, voilà. Et du coup la descente sur Bordeaux, la redescente définitive. Et voilà, et après donc je suis revenu, j'étais encore à Saint-Sevé, et puis là quand Mme Labéry avait parlé à mes parents, donc là, et donc je suis parti à Bordeaux.
C'était en quelle année? Tu te Ça souviens? devait être fin 73, je pense, oui. Je crois 73, 74. Donc Exactement. la Berry à l'époque, c'était qu'est-ce que ça représentait en fait? C'était quoi? L'Abeillerie, c'était, disons, le numéro un du milieu de saumon fumé, du foie gras et du magret de canard et tout ce qui est en rapport avec le canard et le saumon fumé. C'était quoi? C'était une petite maison en 73 ou c'était Ah déjà non, ce qu'on connaît aujourd'hui? ça a commencé l'entreprise en 62, je crois, c'était une toute petite entreprise. Et après, M. Labeyrie, il a monté tous les échelons parce que dans la Dour, il y avait le foie gras, bon, c'était pas un problème, mais les gens ne gavaient pas beaucoup à l'époque. Et le saumon fumé, pour faire du saumon fumé, il fallait du saumon frais. Et dans la Dour, Ouais, ça courait pas les dans rues. la Dour, il y avait toujours eu du saumon frais. D'accord. Mais il le vendait frais à l'époque à Bordeaux. Et pas fumé. Et pas fumé. Et une année, dans la Dour, il y avait eu énormément de saumon fumé. Les gens, ils ne savaient pas quoi en faire, quoi. Sinon, il fallait manger du saumon midi et soir et au petit déjeuner presque pour tout absorber. Et M. Labeyrie avait vu, je ne me rappelle pas si c'est en Irlande ou en Écosse, ça, il y a tellement longtemps, qui fumait le saumon. Ça se faisait pas du tout en France à cette époque? Ça se faisait pas du tout. Donc, il avait un petit jeune de 14 ans qui venait de travailler comme ça un petit peu. Et il lui dit, écoute, je t'amène, on va aller voir. Donc, il est parti là-bas voir. Et ils sont restés quelque temps pour voir. Et donc, il est revenu. Avec cette méthode. Cette méthode, comment il fumait le saumon. Et là, il a fait construire des fumoirs. Et puis après, c'est parti. Alors après, ça a aussi, bien sûr. C'est quoi? Ça a commencé localement vers Je pense à les années 67, 68, 65, 60, oui. Donc dans le sud-ouest. Oui. Et il est devenu le numéro 1, quoi, français, et en saumon fumé, et puis en foie gras. Ok. Et voilà. C'était déjà à ce moment-là le saumon. Gros, très très gros. Le saumon était très important aussi. Seulement après, il a fallu faire venir des saumons d'Écosse, parce que dans la Dour, après... C'était pas suffisant. Non, mais non, c'était pas suffisant. Et puis, il y avait des années, il y en avait beaucoup, il y avait des années, c'était pas régulier. Voilà. Le saumon du Canada aussi, tout ça. Ok, donc ça a été le début de la Berry. De la Berry, et donc il avait ouvert un magasin à Bordeaux, parce que lui, il avait fait toutes ses études à Bordeaux. Son père était cheminot. D'accord. Et sa mère, elle vendait un frère qui faisait des canards graves, enfin bref. Et elle venait vendre l'hiver un peu les paletots, comment on appelle, de canards, et au marché des Capucins, tout ça. Et elle faisait un peu de poisson, le saumon à la saison et tout. Et M. Labeyrie était étudiant à Montaigne. Et il a fait ses études à Bordeaux, quoi. Et après, il est reparti dans les Landes, donc pour... apprendre tout ce métier dans le foie gras et tout. Et puis il a tout développé, c'est lui-même qui a tout développé, quoi. Et là, quand je suis arrivé chez Labeyrie, c'était... Donc en 73... C'était la folie. Toi, au moment où tu arrives en 73... C'était la folie. On était les seuls à faire pratiquement ça. Donc on avait... la restauration, les traiteurs, on avait 80% de la clientèle. On servait tous les restaurants de Bordeaux, les traiteurs, les épiceries fines. Le saumon représentait des tonnes et des tonnes. Parce que c'était un nouveau produit. Les gens, tout le monde voulait découvrir le produit. Pour les fêtes de fin d'année, devant le magasin, nous étions obligés de mettre des tickets comme la Sécu pour prendre. On passait jusqu'à 900, des fois 1000 clients. Dans la journée, tellement il y avait... Dans la matinée. Ah, dans la matinée. Ok. Parce que bon, nous, on commençait à 3h du matin, sauf au mois de décembre, on commençait des fois à minuit. Il fallait réceptionner la marchandise. Et préparer les commandes. Et préparer les commandes des restaurants, plus les particuliers donc, qui venaient, parce qu'il n'y avait que ça. Au départ, c'était uniquement restaurateur? Au départ, c'était prévu la restauration et le particulier, mais... je pense que M. Labeyrie n'avait jamais pensé que le particulier s'intéresserait à ce point. Et finalement, là, c'était les fins d'année, c'est Pâques, et les fins d'année, Noël, les premiers de l'an, c'était du délire. On finissait,
obligé de fermer, on n'avait plus rien, quoi. Les gens, ils respectaient. À vendre la peau du saumon. Ouais. Non, voilà, c'était une très très grande époque. Et puis on avait un relationnel avec tous ces professionnels, les restaurants, les charcutiers, les traiteurs, qui étaient, comment dirais-je, affectueuses, respectueuses, toujours. Des gens toujours très corrects. C'était très rare qu'il y ait un petit, Ouais, qu'il y ait des un petit histoires problème. C'était très très rare. Nous avions, bon, c'est vrai que la marchandise était au top du top, quoi. Donc, Et puis vous étiez les seuls. Et puis nous étions les seuls à le faire et les seuls à pouvoir répondre aux quantités. D'accord. Ça, c'était... Quand le client il voulait 200 bandes de saumon, il lui fallait 200 quelqu'un bandes pour lui de produire. saumon. Et nous étions les seuls à pouvoir le produire. Il voulait 150 kilos de foie gras, un traiteur, et 200 kilos de magret. Nous étions les seuls à pouvoir les fournir, quoi. Donc c'était... Et à l'époque, alors c'était tout en liquide. Ah. Il n'y avait pas de carte bleue. Donc toi, tu te baladais avec des valises de cash. Et nous allions à la banque avec des valises de cash, comme tu dis, Hugo. Et alors, le plus paradoxal, c'était au mois de décembre, surtout, parce que là, c'était tout le monde. Tu dois passer à l'agence tous les jours. Il y avait pas de chèque et tout. Bon, alors, nous avions la banque certaines fois qui venait, et des fois, nous allions. Et alors là, nous, à la caisse, nous avions un sac de 50 litres, un sac poubelle de 50 litres, et on vidait la caisse et on mettait les billets directement tout dans le sac. Et après, il fallait faire les liasses. Et alors un jour, ma collègue, c'était 3 ou 4 heures de l'après-midi, on était là depuis minuit, on n'en pouvait plus. J'ai dit, il faut faire les liasses pour demain, là, pour la banque. Et on gardait tout cet argent, on n'avait même pas de coffre. Ah ouais. C'est quoi, tu mettais ça dans l'arrière-boutique? C'était des cachettes très secrètes que je ne dévoilerai pas. Oh, tu peux le dire là maintenant. On ne sait jamais. Carrément. Et donc, nous avions une réserve derrière et ma collègue, elle vide le sac et elle jette tous les billets par terre. À 4 pattes, à ramasser les billets, faire les liasses. Pour refaire les liasses. 2h30 de temps, nous avions passé à faire les liasses de billets. C'était de la folie. L'époque a un peu changé. Ah, ben maintenant, du cash, on n'en voit plus beaucoup, quoi, ouais, dans ouais. les commerces. Ouais. Mais à l'époque, c'était que ça. Et cette période... Mais je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est bien ou c'est pas bien. Mais je pense que quand il y avait du cash, les gens étaient plus conscients de leurs dépenses que maintenant avec les cartes. Les gens, ils maîtrisaient leur argent. Ils savaient, mettons, ils avaient 200 francs ou 500 francs. Il fallait qu'ils vivent avec ça. Et donc, ça délimitait, c'est quoi? C'est que ça délimitait ton budget, en fait, c'est ça? Oui, ils étaient obligés de se limiter pour garder pour le lendemain. Tandis que maintenant, avec les cartes bancaires et tout, c'est plus du tout pareil. Mais c'est quoi? C'est que toi, tu l'as vu, du coup, auprès des clients? Ou au fil des années, c'est devenu... Au fil des années, après, bon, l'évolution est arrivée très longtemps après. Bon, les chèques, ça commençait, mais c'était surtout des professionnels, des restaurants, nous leur faisions des factures de fin de mois pour chaque fois qu'ils venaient, 3 fois ou 4 fois. Et là, ils faisaient un chèque. Mais les particuliers qui venaient à l'époque, ils avaient toujours de la liquidité, toujours du liquide. Et après, les cartes bleues, M. Labeyrie a été réticent pendant des années. Et nous avons pris les cartes bleues que 2 ans ou 3 ans avant qu'il vende son entreprise. Ok, donc c'était en... Exactement, je ne me rappelle pas. Du tout. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Donc la culture du cash a duré un certain temps. Voilà. Et cette période, toi tu vis en fait cette période faste quand tu arrives en 73? Alors, j'arrive en 73, donc il y avait les 2 filles à la Labeyrie, Fabienne et Nadine, qui faisaient leurs études à Bordeaux. Monsieur Labeyrie avait une échoppe là, rue de Nérac à la gare, et j'habitais là, c'est une grande échoppe. J'habitais là avec les filles, et puis le matin j'étais à 2 pas du marché. Et après, M. Labeyrie avait acheté l'immeuble après, là où j'habite maintenant, en dessous. Il avait acheté l'immeuble, il avait fait le magasin en dessous, parce qu'avant nous étions rue des Douves, un petit magasin qui était tout petit, donc il avait acheté ça pour qu'on ait
plus de superficie, mettre des grandes chambres froides et tout, quoi. Et il avait fait des appartements, donc, et moi, je logeais au-dessus, je n'avais qu'à descendre l'escalier, rentrer dans le magasin, même pas aller dehors. C'était formidable. Pratique. Ouais, Très pratique. Les trajets matin et le soir. Ouais, c'était formidable. Formidable. Et alors, cette ambiance de cette époque-là, il y avait des bars partout, à côté. Tu parles au Capu? Oui, au Capu, nous avions le bar Mazière. Et ben, on installait, après on se retrouvait avec des commerçants, tout ça, on buvait notre petit café. Après, le matin, avant d'aller attaquer la journée. Avant d'attaquer la journée. Après, avec des clients, on allait boire un café. Et alors, en fin d'année, quand nous avions beaucoup de monde, et il y en a à 5 h du matin, ils nous portaient au magasin, parce que là, on ne pouvait pas sortir, c'était pas possible, des soupes à l'oignon avec un petit ballon de vin rouge à 5 h du matin. C'est bien, ça réveille. Nous étions levés depuis minuit. Oui, donc c'était l'heure du déjeuner pour toi. C'était l'heure du déjeuner. Et après, tout a évolué, tout a changé. C'est quoi là où les principales différences que tu vois entre ce qu'étaient les Capus à l'époque, là en 73, et ce que c'est aujourd'hui? D'abord, 73, 90, 2000, 2010, oui, à peu près, même pas. C'était encore, c'est-à-dire, après, bon, il s'est ouvert les métros, il s'est installé les Bernades qui des fournisseurs, en fait des très gros fournisseurs quoi, après, de surgelés qui fournissaient la restauration. Parce que vous à l'époque, alors en 73, dans les années 70, c'était quoi surtout que du frais, non, que du frais, et c'était beaucoup les restaurateurs, non? Et les restaurateurs et les traiteurs, les charcutiers, et des alimentations de quartier qui nous achetaient du saumon pour les fêtes. Est-ce que les Capus à cette époque-là, c'était un petit peu genre le poumon C'était le poumon de Bordeaux. Les Capucins, tous les commerçants, il y avait le poisson, les volaillers, les maraîchers, les fruits et légumes. C'était, comme on dit, le Rungis de Bordeaux, quoi. Voilà, ça alimentait tout Bordeaux et les environs, bien sûr. Mais même nous avions des clients qui venaient des Charentes. Ah ouais, à ce point-là. Il y en a qui venaient donc du bassin, de Mont-de-Marsan, du bassin, alors du bassin aussi. Il y avait des gens qui venaient de partout, quoi, des donc restaurateurs. principalement des restaurateurs. Oui, principalement des restaurateurs, oui, parce que dans le coin, dans les différents endroits qu'ils étaient, ils ne trouvaient pas. Là, ils venaient, ils avaient tout. Ils partaient, ils avaient le poisson, ils avaient la viande. Tout au même endroit. Et sur un périmètre, voilà. Et alors après, comme je te dis, après dans l'évolution, c'est que les restaurateurs, certains sont partis sur métro. D'accord. Pareil, parce qu'on là, ils trouvaient tout aussi. Et les horaires étaient plus flexibles, ils pouvaient y aller l'après-midi, tout ça. Et après, ça a été à partir de quand vraiment que ça a commencé je sais pas, dans les années 2000, quelque chose comme ça. Dans les années 2000. Oui, okay. Oui, même un peu avant. Et donc après donc, aussi ce qui a évolué, c'est que les chefs, les anciens, donc, ils ont gardé toujours le principe ils voulaient voir leur poisson, ils voulaient pas se faire livrer sauf ils se faisaient livrer quand il était habitué. Quand il connaissait bien. Le poissonnier, il savait, il venait de temps en temps quand même voir s'il n'y avait pas de nouveaux produits. Comme nous, après, nous avons livré beaucoup après. Mais des fois, il venait comme ça pour discuter, voir un petit peu. Mais après, il est arrivé une vague de jeunes chefs. Mais là, ça a vraiment changé parce que on ne les voyait pas. Et se faire servir ou aller à métro l'après-midi. Ils ne se levaient pas le matin, mais à l'époque, moi, j'avais des restaurateurs, ils étaient là à 5 h du matin pour faire le marché, pour après travailler, revenir en cuisine, travailler les produits frais et tout. Après, j'ai des amis qui avaient grosse affaire de poissons et tout ça. Après, ils disaient, ils ne veulent plus les poissons entiers, il va falloir faire les filets, il faut pas... Il fallait les préparer, il fallait leur préparer. Et donc, après, les Capucins se sont un petit peu rétrécis avec cette clientèle. Mm-hmm. Et après, donc... parce qu'il y avait moins d'activités, en fait. C'est-à-dire, non, c'est les restaurateurs, surtout, qui ont fait exploser ce marché de gros. Parce qu'ils ne venaient plus. Ils ne venaient plus acheter.
Oui, à l'époque, c'était principalement, au marché, c'était principalement du pro, quoi. Il y avait Voilà, assez peu de... voilà, c'était à 80% du professionnel. D'accord, Voilà. ok. Ouais, ça Et donne une bonne idée. le particulier, c'était un peu, il venait vers 11 heures, mais il y en avait très peu. Si, C'est quoi, c'était du curieux qui venait... Voilà, acheter un petit truc. Le particulier est arrivé, il venait beaucoup en fin d'année pour les fêtes de Noël et tout ça, pour Pâques. Ils allaient où, les particuliers, à ce moment-là, s'ils allaient pas au Capu? Ils allaient aux Grands Hommes, beaucoup, et les Halles Lacru, cours Victor Hugo. D'accord. Il y avait Ok. et le marché Victor Hugo qui était il existe toujours, mais il y a presque plus de commerçants où ils ont fait le parking là. D'accord. Et les particuliers allaient beaucoup, les Halles Lacru, les Grands Hommes, et voilà. Ah, c'est vrai que même les grands hommes aujourd'hui, il reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose non plus. Et voilà. Et puis c'est le grande surface qui s'installe dedans, quoi. Bon, c'est eux qui font le show, quoi. Là. Et alors après, bon, toute cette clientèle, c'était fini. Moi, je vois même encore à l'âge que j'ai, je vois des anciens restaurateurs qui sont même mon âge et plus âgés que moi, même des traiteurs, ils me disent, Christian, les jeunes, ils veulent plus se lever pour faire le marché. Il y en a très très peu. Il faut tout leur apporter, tout préparer, tout conditionner. Oui, il y a un niveau d'exigence. Il n'y a plus l'amour, comme ils disent, du métier, de dire je vais écailler un poisson, je vais me faire les filets, je vois ce que j'achète, je vais m'acheter un poulet, je vais le vider, je vais me préparer, je vais m'acheter des longes d'agneau, de l'agneau, je vais me le... Ça c'est fini, ils veulent tout prêt, tout coupé, au gramme près, tout est... déjà livré au restaurant. Livré, il faut la portion 100 grammes, il ne faut pas 110. Donc tout ça, ça a changé. Et comme me disent certains que je revois, me disent quand je vois là, les gens, un jour, il me dit, un ancien chef, il me dit, j'ai un copain, il y a 4 ans, là, il m'appelle pour le dépanner parce que son chef était malade, qu'il connaissait. Il a accepté, tout à fait. Et donc, quand lui, il est arrivé, 7h30 du matin, puis il voit tout l'établissement fermé, à Bordeaux. Bon, il attend, 8h30, 9h, personne. Et il appelle le patron, il lui dit, mais c'est pas ouvert le restaurant, les commis, le second n'est pas là. Ah mais non, il lui dit, mais ça va pas, on n'embauche qu'à 10h30. Il dit, pardon? Et les préparations? Mais il lui dit, mais tout arrive prêt, on n'a plus rien à faire. Alors il n'a rien dit, il a fait la journée. Il a fait ce qu'il devait faire. Et il lui a dit après, je m'en vais. Moi je n'ai jamais travaillé comme ça. Je ne conçois pas le métier de restaurateur si on n'achète pas son produit soi-même. C'est marrant parce que travaille pas. C'est assez représentatif en fait finalement de, je veux dire, des exigences des nouvelles générations aujourd'hui au travail où c'est vrai que des jeunes, et même je veux dire peut-être même les moins de 40 ans aujourd'hui sur le marché du travail, il y a plus personne qui accepte en fait de se lever à 4 heures pour aller au boulot derrière, parce que aller faire le marché à 5 heures, mais ils terminent à quelle heure en fait après ces gens-là aussi leur journée? Eh oui, mais ils choisissent leur métier. Oui. Mais ils ne veulent pas de contraintes. Oui. Ils ne veulent que des avantages. Et alors, moi, j'ai côtoyé tous les grands, et des étoiliers, Dieu sait si j'en ai côtoyé, et qui sont passés... Et même dans toute la France, j'en ai fait pas mal. Ici à Bordeaux aussi, j'étais toujours reçu royalement, d'ailleurs. 2-3 grands noms à nous donner. Il y avait Darros Alangon, il y avait Amat, il y avait Michel Bordage, il y avait Gravelier, et tout. Et je disais, ces gens-là, c'était des gens qui aimaient leur métier. Des passionnés. Maintenant, je suis très consciente qu'il y a des passionnés encore, heureusement, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas passionnés. Et moi, j'adorais aller beaucoup au restaurant, et j'avoue que depuis quelques années, j'y vais de moins en moins. Et pourquoi? Parce que ce que je trouve, je vais chez un, je vais chez l'autre, je vais chez le troisième. C'est très similaire. C'est très similaire. C'est la même portion, c'est la même sauce, c'est la même... Comme si ça venait du même endroit, voilà. Par exemple. Et quand moi, j'ai toujours d'abord adoré manger. J'ai été élevé par des parents aussi
manger très bien. Et j'ai toujours été à manger de la très bonne cuisine. Mais là, maintenant, je n'arrive plus à trouver, disons, il y en a, je ne les ai pas tous fait, Dieu sait, avec tout ce qu'il y a. Moi, je suis arrivé à Bordeaux, à la place du Parlement, il y avait 5 restaurants. Et quand je suis arrivé maintenant, il y en a, même dans Bordeaux, c'est la folie, là, maintenant. Chaque pas de porte est un restaurant. Et je le comprends, parce que tout le monde peut ouvrir un restaurant. Toi, Hugo, demain, si tu veux, tu peux. Tu prends un chef, tu vas acheter... Tu ouvres les sachets, tu réchauffes, tu mets un peu d'herbe dessus, et puis c'est fini. C'était pas comme ça que ça se faisait à l'époque. Et par contre, ce que je trouve pas normal, qu'on laisse installer certains qui n'ont pas de diplôme, ni CAP, ni brevet de cuisinier. Tout le monde, toi, tu peux tout le monde peut s'installer demain pour un restaurant. Et ça, je trouve, je me rappelle à une époque, il y avait le président des restaurateurs qui s'appelait Christian Sauvage, et il disait, ils en discutaient, parce que ça commençait déjà, que des gens qui n'étaient pas de métier, qui s'installaient, tout ça. Et alors il disait, il faudrait arriver à quelqu'un qui s'installe et des diplômes. Et qui puisse prouver sa capacité à faire de la bonne bouffe. Je comprends que maintenant, c'est très difficile, ça coûte très cher. Par contre, bon, il y a des investisseurs qui investissent dans le restaurant, c'est très bien, mais qui prennent, souvent ceux qui investissent, c'est des grosses fortunes, donc ils prennent là vraiment des chefs qui ont les diplômes. Mais après, les autres, il y en a beaucoup... c'est quand même le flop. Non mais je te rejoins sur le restaurant aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adresses dans lesquelles on peut se rendre pour aller manger. Tout à fait. Où ça fait un peu déjà vu, quoi. Ouais. Et puis ce que je trouve, moi, au début, il y a des gens qui me demandaient où est-ce qu'on peut aller manger bien. Bon, je leur donnais des adresses. Ils m'appelaient, mais Christian, tu t'es trompé. Je lui ai dit, attends, j'y étais il y a 6 mois, c'était top. Mais ça avait changé. Ah, le chef avait changé et ça se ressentait tout de suite. Parce que là, tu donnes dire telle heure ou telle autre, tu vas, un an après, c'est plus le même. Donc, c'est très délicat maintenant de dire, de donner une adresse. Est-ce qu'il t'en reste une ou deux des adresses, justement? Sur Bordeaux, honnêtement. Plus trop? Je vais être très méchante, les Bordelais ne vont pas m'aimer, les restaurateurs. Non, à Bordeaux, je ne me souviens pas la dernière fois que je suis allé au restaurant à Bordeaux. Ouais, où tu es passé non. Où tu étais subjugué par ce que tu avais dans l'assiette. Alors, où je me régale, c'est quand je vais chez moi dans les Landes. Je suis à 1h30 de l'Espagne. Je m'en vais manger un porc de Gétaria, des beaux poissons, là, qu'on t'amène entier, qu'on te fait griller devant toi. Là, tu sais ce que tu manges. À Saint-Jean-de-Luz aussi, il y a de très bons restaurants. À Bordeaux, je n'ai pas dit. Je suis sûr qu'il y en a de très bons. Je ne conteste pas. Mais je ne les connais pas. Ok. Voilà. Et le coin des restos, il y a justement pendant les années 70-80, où est-ce qu'il y avait des quartiers vraiment dans Bordeaux où c'était assez concentré C'était le vieux Bordeaux. Il y avait Philippe à l'époque qui était très connu. Bon, il y avait... Donc tout l'hypercentre. L'hypercentre. Bon, Philippe, c'était le spécialiste du poisson. Et puis chaque restaurant, à l'époque, faisait quand même une spécialité. Il faisait que le poisson. À côté, il y avait rue de la Devise, le New Steakhouse, celui c'était le roi des entrecôtes et du magret grillé. Mais les gens, ils savaient que si vous voulez manger de la viande, ils allaient là. Si vous voulez manger du poisson. Et ce que je trouve qui était formidable à l'époque, c'est que les cartes étaient très courtes. Okay, ouais. Maintenant, les cartes, vous avez 20 entrées, autant c'est pas possible de faire. Ce qui se dit souvent, effectivement, c'est que dans un restaurant, a priori, plus la carte est courte, plus la cuisine est bonne. Moi, quand je vais au restaurant, c'est ce que avant de rentrer, c'est ce que je regarde, que la carte soit courte. Si elle est longue, je ne rentre pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Tes premières impressions quand tu arrives justement sur Bordeaux pour bosser à cette époque-là, tu vois, donc c'est dans les années 70, là tu nous disais. Je connaissais un petit peu Bordeaux parce que j'avais ma tante, la sœur de ma maman, qui habitait ici à Villeneuve-d'Ornon,
Et je venais avec ma sœur passer souvent des vacances à Bordeaux, chez elle, et on allait visiter Bordeaux. Donc tu as vu la ville, tu as quand même bien vu la ville évoluer en 50 ans. J'ai vu quand même une ville, et quand moi je suis arrivé, il y avait les quais de Bordeaux, c'était vraiment délabré, c'était tout dit. Moi je me souviens petit, c'était des hangars. Tout détruit, les gens squattaient dedans, il y avait le feu, Et là j'ai vu vraiment cette évolution de Bordeaux. Splendide maintenant, c'est une des villes quand même les plus visitées. Donc ça a été au moment vraiment où tu as eu toute la rénovation des quais et la rénovation du marché des Capucins, parce qu'avant c'était pas comme ça. C'était comment c'était à peu près au même endroit. Il y avait une halle, la halle actuelle, et en face maintenant il y a un supermarché. Et là, c'était la halle de gauche, comme on disait, c'était les tripiers et les volaillers. Et la halle de droite, c'était les poissonniers et les fruits et légumes. Ok, donc il y avait chacun sa partie. C'était réparti. Et après, comme il y avait les normes et tout, il a fallu que les poissonniers, pour les grossistes, s'installent à Brienne, qui était construit exprès pour eux, pour qu'ils s'installent à Brienne. Après, les fruits et légumes aussi sont partis, les grossistes sont partis il y avait déjà les grossistes à Brienne, et après ils sont partis, et après il s'est fait magasin de particuliers, quoi. Voilà. Et les Capucins, avant que tu arrives, toi, c'était déjà, donc c'est déjà un marché. Oui. Ça, j'imagine. Tu connais un peu toute l'histoire du site, du lieu. Je l'ai connu, mais je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai un livre magnifique dessus sur la création du marché, mais il faudrait que je le relise parce que comme ça a toujours été. Initialement, ça a toujours été. Ça a toujours été un marché, oui, quand même. Le parking qu'il y a aujourd'hui au-dessus des Capus. Non, il était en dessous avant. Il était en sous-sol. Il faisait le sous-sol, le parking. C'est quand il a été refait que ça a été c'était mis au-dessus. En dessus. Avant, c'était en sous-sol. Là, il y a encore un peu pour les commerçants. Les véhicules, c'est en sous-sol. Mais autrement, c'est au-dessus. Toi qui as le recul là, d'une cinquantaine d'années, en fait, maintenant, et sur Capu et sur Bordeaux, ça a été quoi les points positifs et les points négatifs, selon toi, un peu de l'évolution? Moi, je trouve... avant, c'était une très belle époque, bien sûr, parce que quand on a connu surtout ce mouvement de masse de gens, d'ambiance qu'il y avait, c'était magnifique. Quand on vit dans le commerce et qu'on travaille avec famille, la quai, c'est la famille, c'était superbe. Bon, mais il faut quand même réfléchir, il faut évoluer, donc il faut changer de cap. Et je dis que maintenant, Bordeaux est une très belle ville. Je reconnais que c'est une ville quand même ouverte, avec le tram qui a été fait, le centre Saint-Christoli qui n'existait pas aussi, tout ça, la rue Sainte-Catherine qui a été refaite. Moi, je l'ai connue, c'était la route où on descendait en voiture et puis voilà. Toi, tu as connu à l'époque les voitures. Oui. Et bien sûr, c'est quand même aussi, il faut évoluer, on ne peut pas vivre au Moyen-Âge avec les charrettes. Donc ce qu'on a perdu peut-être un petit peu en ambiance, on l'a gagné en aménagement. Tout à fait. Et alors, en parlant de charrettes, autrefois, au Capucin, il y avait les charrettes. C'était quand tu dis autrefois, c'était justement à partir de 73 ou c'était avant? Oui, même avant. Mais moi, j'ai connu. Et par rapport à maintenant. Toi, tu as connu l'époque de ces charrettes? Oui, les charrettes, c'était des femmes qui vendaient qui allaient à Brienne acheter des carottes, qui vendaient. Et là, elles faisaient toute la rue Ligentrac, de chaque côté jusqu'à la Victoire. C'était que des charrettes. C'était fabuleux, ça. C'était que l'alimentaire Oui, c'était que l'alimentaire. Oui. Ok, donc c'était une belle extension en fait du marché des Capus. Place, et des deux côtés de la rue Ligentrac. Alors là, c'était la gouaille de Bordeaux. C'était les mots chauds de Bordeaux. Est-ce que tu as le souvenir de... Je vais te raconter une anecdote. Ma tante qui habitait Villeneuve-d'Ornon, qui était couturière, mais couturière de haut de gamme.
Et elle arrivait à Bordeaux, donc elle dit, tout le monde lui parlait du marché des Capucins. Elle dit, je vais aller au marché des Capucins avec son mari, alors habillée avec son ensemble qu'elle se faisait Chanel, les talons aiguilles, vernis, le petit sac vernis. Et avec son mari, elle arrive rue Légendrac, chic. Et puis elle passe devant un étal et l'anecdote, elle touche les bananes pour voir si les bananes étaient mûres. Et la dame, elle lui dit, tu veux que je touche la banane de ton mari pour voir si elle est mûre, si elle est à point pour la manger? Bel accueil. Ma tante s'est retournée, elle n'est jamais revenue au Capucin. Ouais. Voilà une anecdote. Ouais, de ce qu'était l'ambiance à l'époque. Ah ben oui, ça c'était fabuleux. Parce que ça a toujours été populaire. Populaire. Et puis alors, il suffisait, mettons, bon, il y a toujours eu aussi les pickpockets, mettons, un commerçant se faisait voler, mais tous les autres arrivaient pour attraper le mec il repartait, il avait la tête comme un ballon de rugby, on le voyait plus, il revenait. Quand il voulait voler, à cette époque-là au Capucin, il se faisait prendre, il y avait tellement de monde, et il se faisait tellement tabasser, il revenait plus. Il prenait une bonne leçon. Il revenait plus. C'est une forme de solidarité. Tout à fait, qui n'existe plus. Est-ce que tu as des souvenirs d'un grand moment au Capu en particulier, ou de la venue d'une personnalité ou une date, tu vois, une grande date? Des dates, non. Si, ceux qui venaient, donc, comme les restaurants autour du marché étaient ouverts à minuit, 1h, tous les gens du Grand Théâtre, de tous les spectacles qui se faisaient à Bordeaux, venaient pour manger au Capucin. Donc ça faisait ces gens qui arrivaient avec... Donc c'était quoi? C'est tous les samedis soirs, quoi, en fait, c'est ça? Les samedis soirs, non, dans la semaine. Dans la semaine non. Parce que le dimanche, le marché était fermé. Et il y avait au Grand Théâtre, il y avait toujours, pas que le samedi soir, des représentations. Quand il y avait des films qui se tournaient à Bordeaux, je me rappelle, à une époque, il y avait José Dayan. Elle avait tourné plein de films ici à Bordeaux. Et son QG, comme on dit, c'était les Capucins, parce qu'elle adorait manger. Et elle venait faire son marché pour après aller... Quand ils allaient dans les châteaux tourner pour ramener la bouffe avec son gros cigare, elle arrivait, tout ça, c'était C'est marrant. C'était super marrant. Jean Carmé aussi était venu tourner, je ne sais plus quel film à Bordeaux, il était venu. C'était une belle... c'était un beau lieu de rassemblement. C'était un lieu de rassemblement de toute catégorie de gens. Et il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas t'es bien, t'es pas bien, t'es vilain, t'es mal habillé. Les gens se moquaient totalement de tout ça, quoi. C'était... Et l'évolution de la population, toi, dans le quartier, pareil, en 50 ans? Alors, ça a beaucoup changé, parce qu'avant, c'était le cours de l'Isère, quoi qu'encore c'était que le quartier des Portugais, beaucoup là. Là, proprement autour du marché, c'est des gens qui ont toujours été là, qui ont travaillé au Capucin, beaucoup. Les gens qui travaillaient au Capucin, beaucoup, à l'époque, ils achetaient un petit appartement, pour être sur place. Et donc, il y a les enfants qui habitent. Après, il y a donc le quartier Saint-Michel, qui est devenu populaire, avec les épiceries marocaines, tout ça. Mais je trouve... C'est toujours une population de commerçants? De commerçants, mais je veux dire par là que moi, je ne souffre pas dans le quartier de grand vandalisme, de grand violence, quoi. Il y en a des fois quelque peu, mais... Tu veux dire, malgré le côté populaire, entre guillemets, du quartier, ça a toujours été... Voilà, non, c'est des gens, je pense, assez respectueux et tout. Bon, il y a toujours des exceptions, hein, c'est pas par rapport à eux, c'est nous aussi les Français qu'on se comporte des fois très mal. Alors il faut aussi être, nous aussi... Mais du coup, est-ce qu'on dit que Bordeaux est une ville qui s'est quand même beaucoup gentrifiée ces dernières années? Tu trouves que les Capus ont su garder quand même cette âme populaire et ouverte à tous? Oui et non, parce que il y a des nouveaux commerçants qui sont installés au Capucin qui n'ont pas connu l'époque dont tu nous parlais, ce passé. Là, il y a encore des commerçants que c'est les enfants qui ont repris, ou d'autres qui ont toujours travaillé plus ou moins sur les Capucins.
Donc il y a ceux-là, ils gardent un peu. Mais d'autres jeunes qui ont pris des commerces qui sont très bien, ils sont très sympathiques, mais on voit qu'il manque ce petit côté un peu... c'est plus l'âme en fait que toi tu as connu. Voilà. Il manque un peu cette âme qu'il y avait. Bon, mais ça, c'est fini. On revient pas en arrière. Oui. Il faut aller de l'avant. Toi, tu as fait donc presque 40 ans du coup à travailler. Oui. Ouais. Vous êtes beaucoup à avoir le même palmarès ou pas au Capu? Au Capu, là, je crois que, à part 3 ou 4, hein, mais voilà, 4, 5, hein, je dirais, allez. Oui, ils sont encore. Faut tenir quand même, les journées. Il faut tenir. Parce que toi, ta journée type. Tu nous as parlé un petit peu de Noël. Mais ma journée type, autrement, tous les matins, nous arrivions à 3 h du matin, parce que le transporteur nous livrait. Après, dans la réserve, il fallait tout dépioter les palettes, ranger la marchandise, préparer les commandes. Après, on ouvrait le magasin à 5 h, parce que les premiers clients arrivaient à 5 h. Et après, ça se finissait midi et demi, quoi. Voilà. Après, c'était la sieste. Ouais. Et voilà. Ouais, t'avais le droit. C'était tes horaires de boulanger, en fait, oui. Finalement. Et je fais toujours ma sieste. Ouais. Je dérange tu ne lèves plus à 3 h du matin. Mais pendant des années, là, je me réveillais à 3 h du matin. D'habitude. Ouais, le corps. Et je me rappelle des anciens, quand ils avaient pris leur retraite, qui me disaient, je me réveille à minuit, je me réveille à 3 h. C'est complètement idiot. Il me dit, tu verras quand tu seras à la retraite. Ouais, effectivement. On en reparlera. Le système biologique qui s'est adapté en fait à ce rythme. Maintenant, on se rendort quand même. On sait qu'on ne va pas travailler. Donc, et pour terminer, en 2023, toi, si tu avais un quartier ou une adresse fétiche du Bordeaux actuel, toi, il y a des coins en particulier qui te plaisent plus que d'autres aujourd'hui? D'abord, les Capucins me plaisent pas mal. C'est gardé, c'est resté. Ouais. C'est resté, j'ai tellement vécu. Mais un quartier qui me plairait, c'est la place à Nansouty. Ouais, qui a changé aussi. Qui a beaucoup changé. Et j'aime bien cette place. J'aime bien, c'est petit, il y a les tout petits les commerces autour. C'est un quartier que j'aime bien. Ouais, on retrouve un petit peu. À une époque que j'aimais bien les Chartrons, là je vois que c'est devenu que de la restauration maintenant. Tu parles de quoi? Rue Notre-Dame et la Halle, comme ça là, oui. Je trouve qu'à une époque j'y allais, il y avait une âme, et là c'est devenu dans tous ces restaurants. Ouais, mais quand tu te balades là justement rue Notre-Dame, que tu y ailles le samedi ou peut-être même le dimanche, t'as quand même il y a du monde un peu sur les terrasses. Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'est ça, c'est devenu un lieu de rencontre, il faut dire les choses. Bon, ce qui est agréable avec le marché qu'il y a sur les quais, on fait le lien se fait facilement. C'est pas mal, Voilà, mais la place Nansouty, j'aime beaucoup. Ok, donc voilà. L'adresse coup de cœur. On terminera sur ce beau clin d'œil donc au coin de Nansouty. Merci beaucoup. Du coup, Christiane nous a fait revivre ces beaux moments des Capus des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Je vais m'excuser d'avoir peut-être froissé certains auditeurs qui écouteront sur la restauration. On vous aime. Mais je ne le relis pas. Merci.